Donc, merci vraiment de votre présence en si grand nombre. Il me fait vraiment plaisir de partager avec vous les résultats de l'enquête Pièce. En fait, Pièce renforce ma conviction profonde que la recherche contribue aux changements sociaux, aux changements de culture. La petite histoire de Pièce, c'est d'abord une première collaboration avec Boscoville et le Collège Montmorency et la chaire de recherche. Au départ, disons, pour un projet plutôt modeste. Mais rapidement, nous avons convenu d'inviter d'autres cégeps de d'autres régions à participer et ces cégeps ont accepté. Comme ce fut le cas pour l'enquête SIMU, dont je vais vous parler un petit peu dans quelques secondes, enquête faite dans les universités en 2016, j'ai l'impression d'avoir débuté dans une petite chaloupe pour me retrouver dans un gros paquebot. En fait, accompagné par contre de partenaires vraiment impliqués et d'une équipe résolument investie dans le projet. Je crois que le modèle de l'équipe de recherche de pièces est plutôt novateur. Chaque cégep s'est engagé à libérer une charge de travail pour la co-chercheur, puisque chaque cégep a mandaté une personne de leur personnel pour être co-chercheur dans l'équipe. L'implication soutenue de ces co-chercheurs depuis janvier 2019 vraiment assure une condition essentielle pour le succès de pièces. Ce ne sont pas au hasard que nous avons choisi l'acronyme PIECE. Il a vraiment été soigneusement choisi. PIECE, comme disons dans la compréhension non pas segmentée de la problématique, mais plutôt comme une vision globale des enjeux de la problématique. PIECE comme l'imbrication, en fait, des conditions gagnantes pour contrer efficacement les violences sexuelles. PIECE est en fait le premier projet officiel en partenariat de la chaire de recherche. Alors, créé en 2018 grâce au soutien du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la stratégie d'intervention. Par la création de la chaire, je souhaitais qu'elle participe à la mobilisation des expertises pour la production de nouveaux savoirs dans le domaine des violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. À mon avis, Pièce est un exemple parfait de l'effet structurant de la chaire, ce pourquoi elle a été créée. Pourquoi une étude sur les violences sexuelles en milieu collégial au Québec? D'abord, donc, en janvier 2017, l'enquête SIMU menée dans les universités a permis de documenter l'ampleur de la violence sexuelle dans 6 universités québécoises francophones. Et je me permets ici de souligner que SIMU a largement influencé l'enquête pièce. Toutefois, il n'y avait pas de données récentes pour le milieu collégial. Alors, depuis la sortie des résultats de SIMU, nous avons reçu plusieurs demandes, autant de la part des cégeps que des groupes étudiants également. Et le besoin s'est fait sentir de manière vraiment accrue avec l'adoption de la loi 22.1 en décembre 2017. Et donc, l'opportunité s'est présentée en 2018 dans le cadre de ce partenariat-là avec la chaire Boscoville et les cégeps et ensuite la fédération également qui était avec nous. Donc, l'objectif, comme le disait tantôt Maïzen, donc l'objectif de cette recherche, c'est d'établir le portrait global des situations de violence sexuelle en milieu collégial. Mais au-delà de la présence de ces situations-là, nous voulions aussi documenter les enjeux et dégager les besoins en matière de prévention, de formation et d'intervention. Je souhaite ici aussi clarifier que la définition, nous adoptons en fait une définition inclusive de la violence sexuelle pour vraiment démontrer son continuum des comportements qui vont du harcèlement sexuel jusqu'aux attouchements sexuels, jusqu'à l'agression sexuelle. Donc, on est vraiment, quand on nomme le terme violence sexuelle, on est dans ce spectre-là de l'ensemble des manifestations que l'on considère comme de la violence sexuelle ou de la violence à caractère sexuel, VAC, pour ne pas le dire. Donc, cette définition-là concorde évidemment avec les comportements qui sont visés par la loi 22.1. Et dans l'enquête pièce, donc, en concordance avec cette définition-là, nous avons établi la fréquence des violences sexuelles en milieu collégial avec un instrument qui nous permet de distinguer 3 formes de violences sexuelles. D'abord, le harcèlement, qui sont l'ensemble, en fait, des comportements verbaux et non verbaux, qui ne visent pas la coopération sexuelle, mais qui traduisent des attitudes insultantes, hostiles et dégradantes. Ensuite, il y a la catégorie des comportements sexuels non désirés, qui est une catégorie large qui va des attouchements jusqu'à l'agression ou la tentative d'agression sexuelle. Et enfin, il y a la coercition sexuelle, qui est en fait le chantage en retour de toute forme de faveur sexuelle.
Donc, lorsque vous entendez tout au long de cette conférence violence sexuelle, il faut entendre l'ensemble des manifestations. Le projet pièce comporte certaines spécificités très importantes à mon avis. D'abord, il inclut toute la communauté collégiale. Alors, ce n'est pas une étude exclusivement pour les étudiants, mais c'est une étude qui a considéré aussi tous les membres du personnel. Donc, ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième, en fait, lorsqu'on dit l'expression milieu collégial, il faut que vous entendiez que ça veut dire que les gestes ont été commis par une autre personne affiliée au même cégep. Alors, ça exclut les gestes qui auraient été faits, par exemple, dans la famille. Donc, il faut que les gestes aient été commis par la même personne, peu importe que les gestes aient été commis à l'intérieur ou à l'extérieur du campus. Donc, au niveau du recrutement, de l'enquête comme telle, toutes les personnes, étudiants ou travaillant dans les 5 cégeps nommés ici et vus à l'écran, donc durant la session d'automne, étaient invitées à répondre aux questionnaires en ligne, qu'elles aient ou non, bien sûr, vécu des événements de violence sexuelle. C'est donc un total de 6 600 participants et participantes qui ont répondu à travers les 5 cégeps partenaires. On a utilisé plusieurs stratégies de recrutement. Je dirais les co-chercheurs ont travaillé fort, ont multiplié vraiment les différentes façons d'aller recruter et faire en sorte que les gens répondent. Donc, courriel d'invitation, des tournées en classe, distribution de signets. On avait fait aussi une vidéo promotionnelle. Donc, ça a fonctionné avec le nombre que je viens de vous mentionner. Une petite précision méthodologique, on ne rentrera pas trop dans la méthodologie aujourd'hui, mais quand même, c'est important de souligner que pour assurer la représentativité de chacun des groupes, on a été en mesure de pondérer les données. Donc, les données ont été pondérées selon le genre, pour les étudiants selon le programme d'études et pour le personnel selon le type d'emploi. Donc, ça permet en fait de donner un poids relatif à chacun des groupes mentionnés. Et maintenant, les résultats. Donc, je vais d'abord débuter avec la victimisation sexuelle et mes collègues vont enchaîner avec les autres sections. Alors, la première diapo que vous voyez représente en fait un cégep avec une communauté de 1000 personnes. Dans le questionnaire, donc, on avait une série de 21 énoncés répartis dans les 3 types de violences dont je vous ai parlé. Et la personne indiquait si un individu affilié au même cégep qu'elle avait commis les gestes envers elle. Et donc, pour 2 périodes de référence, pour les 12 derniers mois et depuis son arrivée à ce cégep. Alors, vous voyez donc sur 1000 personnes, donc si on applique ça au cours des 12 derniers mois précédents, c'est 30 des personnes qui ont rapporté avoir vécu au moins une violence sexuelle en milieu collégial. Si on applique ça donc depuis l'arrivée au cégep, ce pourcentage monte à 36 des personnes qui ont vécu une violence sexuelle en milieu collégial, donc que ce soit des étudiants ou des membres du personnel. C'est donc plus d'une personne sur 3 qui, dans l'enquête pièce, rapporte avoir vécu au moins un geste, une forme de violence sexuelle dans son cégep. Donc, je crois que c'est des chiffres qui confirment que c'est loin d'être un phénomène rare et isolé. La diapo suivante, dans le fond, précise le pourcentage pour chaque forme de violence. Donc, en haut, vous retrouvez les chiffres que je viens de vous mentionner et suit ensuite les 3 formes de violence. Alors, vous remarquerez que le harcèlement sexuel, c'est la forme la plus fréquente, donc avec 32,6. Donc, on est toujours dans la proportion de 1 personne sur 3 qui a répondu à l'enquête pièce qui rapporte avoir vécu des gestes de violence sexuelle. Alors, le harcèlement sexuel, c'est quoi? Dans le fond, c'est des comportements qui sont non souhaités, des commentaires insultants, offensants, des sifflements, des regards intrusifs, des histoires ou des blagues sexuelles à répétition, des remarques sur l'apparence et encore j'en passe. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie qui est les exemples de comportements sexuels non désirés, en fait, où la proportion, c'est 14 des personnes qui ont répondu à l'enquête rapportent avoir vécu au moins une situation qui se rapporte au comportement sexuel non désiré. Ici, c'est des attouchements, des contacts physiques non désirés, c'est des tentatives de caresser l'autre, d'embrasser l'autre ou de se frotter contre un autre alors que la personne ne le souhaite pas,
et tentative d'avoir une relation et agression sexuelle. Enfin, la dernière catégorie, la coercition sexuelle, on voit que la proportion est de 1,8, donc près de 2. Ici, on parle de promesses de récompense en échange de faveurs sexuelles ou alors des menaces d'avoir des conséquences si on n'accepte pas les conditions que l'autre a mises. 2 peut-être que ça ne paraît pas beaucoup, mais dans un échantillon, c'est quand même 100 personnes qui, à travers seulement 5 cégeps, rapportent avoir vécu ce type de violence. Tous ces gestes sont non désirés, non consentis et offensants. Et fait important, en fait, sur les 2155 personnes victimes, en fait, de l'enquête, c'est 28 qui ont vécu plus d'une forme de violence sexuelle en milieu collégial. Alors ici, toutes les combinaisons sont possibles. Avoir vécu du harcèlement sexuel et de la coercition, avoir vécu du harcèlement sexuel et des attouchements. Donc, toutes les combinaisons ici sont possibles. On peut donc conclure que les situations sont fréquentes et répétitives pour un grand nombre de personnes qui vivent, qui travaillent ou qui étudient, qui vivent en fait, qui étudient ou qui travaillent au cégep. Donc, après, la question qui survient sans doute chez la plupart d'entre vous, c'est est-ce que l'ampleur est similaire pour les étudiants, étudiantes et le personnel, en fait? Et donc, ici, on se rapporte aux 2 périodes de référence dont je vous ai parlé. Donc, je vous invite à regarder sur la colonne de droite. Lorsqu'on considère la période des 12 mois précédant l'enquête, donc seulement la dernière année, une tranche de vie, une courte photo. On remarque que les étudiants sont en plus grand nombre à subir des violences sexuelles en milieu collégial avec presque 32 %. C'est donc 2 fois plus que le personnel enseignant et 1 fois et demie de plus que les autres groupes d'employés. Ce sont donc une population qui sont ciblées, en fait, par les violences. Maintenant, vous pouvez regarder la colonne juste à gauche, qui est celle de la période depuis l'arrivée au cégep. Ici, ce qui saute aux yeux, c'est quand même que le personnel enseignant est vraiment plus nombreux à avoir vécu de la violence sexuelle en milieu collégial. Donc, c'est 48 du personnel enseignant. Les employés, près de 40, ce qui est loin d'être un chiffre banal, et les étudiants, près de 35 %. C'est sûr qu'on peut supposer ici que le fait que les professeurs sont plus longtemps au cégep, donc cumulent plus d'années, ont donc plus de risques de subir de la violence, explique en grande partie ce pourcentage plus élevé chez les professeurs versus la communauté étudiante. Il reste que c'est un enseignant, une enseignante sur 2 qui rapporte avoir vécu de la violence dans son cégep. Les VAC, donc les violences sexuelles, sont un problème préoccupant pour les étudiants, mais vous l'aurez constaté aussi pour l'ensemble du personnel, qu'il soit enseignant ou non enseignant. Ici, donc, je crois qu'il faut saluer les nombreux groupes qui ont fait valoir la nécessité d'une loi et des politiques institutionnelles qui couvrent l'ensemble de la communauté collégiale ou universitaire et non exclusivement les étudiants et étudiantes. Dans l'autre diapo, on voit donc que peu importe le statut, qu'on soit étudiant, qu'on soit professeur ou qu'on soit employé, il y a des groupes qui sont plus susceptibles de subir de la violence sexuelle en milieu collégial. Les femmes et les personnes issues des minorités de genre sont plus nombreuses, presque 2 fois plus que les hommes. Reste qu'il y a des hommes qui sont victimes. Les personnes qui appartiennent aux minorités sexuelles aussi sont davantage la cible de violences sexuelles. Et les personnes qui s'identifient comme minorités visibles ou celles autochtones sont également plus nombreuses, ici pour la période des 12 mois, donc une petite nuance, mais ce sont un groupe quand même plus susceptible d'en subir. À la lumière de ces résultats, donc je pense que c'est un argument de plus pour nous convaincre de reconnaître la violence sexuelle comme une manifestation des rapports sociaux et de genre et des autres rapports de pouvoir qu'il existe dans notre société. Enfin, on s'est aussi intéressé spécifiquement à la population étudiante pour voir s'il y avait des groupes qui en subissaient davantage. Et oui, certains groupes en subissent davantage, notamment les membres de groupes d'activités socio-culturelles au cégep,
pour les 2 périodes de référence. On parle ici des étudiants qui sont impliqués en théâtre, en improvisation, dans la radio étudiante, et cetera. Donc, en rapportent davantage que les autres étudiants et étudiantes qui ne s'impliquent pas dans ces lieux. Et également les personnes ayant un trouble, une difficulté ou un handicap qui a un impact en fait sur leur vie en subissent également. Et les étudiants et étudiantes qui habitent en résidence collégiale en vivent, encore une fois, c'est une nuance pour les 12 derniers mois. Donc, il y a donc des lieux ou des groupes à investir peut-être d'une façon plus spécifique, en fait. Et pour conclure cette section, je soulignerai que ces résultats argumentent, en fait, en faveur d'une offre de services qui rejoignent tous les groupes de la communauté collégiale. Je passe maintenant le micro à ma collègue Marie-Ève. Je vais maintenant vous parler des contextes dans lesquels se sont produits les événements de violence à caractère sexuel en milieu collégial. Il est d'abord important de noter que ces événements sont survenus dans plusieurs différents contextes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des campus. Mais majoritairement, ces événements se passent surtout au cégep, sur le campus. Ainsi, chacune des personnes ayant vécu des violences sexuelles, quelle que soit la forme, ont été questionnées sur le contexte dans lequel étaient survenues ces situations. Vous avez sur la diapo les 4 contextes énumérés les plus fréquents. La première observation, qui vaut tant pour les étudiants que pour les employés, est que ça se passe surtout au cégep, puisque les contextes les plus fréquemment rapportés sont dans le cadre des activités d'études d'enseignement, c'est-à-dire que 66% des étudiants ont nommé cette situation et 40% des enseignants. Et pendant les tâches au travail, autres que les activités d'enseignement nommées plus haut. Ce contexte a été nommé par environ 55% des enseignants et 75% des autres employés. Un nombre considérable de gestes ont également été commis lors de fêtes et d'activités sociales. Ce contexte a été plus fréquemment nommé par les membres du personnel, c'est-à-dire par environ le tiers des employés, alors que cela a été nommé par 14% des étudiants. Chez ces derniers, l'environnement virtuel est plus fréquent et a été nommé par 2 fois plus d'étudiants que d'employés, respectivement 13 et 6%. Pour les autres contextes, par exemple des activités d'intégration, dans le cadre d'un stage, dans un contexte sportif, par exemple, les fréquences sont inférieures à 5%, quel que soit le statut de la personne. Même s'ils sont moins fréquents, il reste tout de même important de mettre en place des balises claires dans ces contextes. Maintenant, la prochaine diapo décrit qui sont les personnes ayant commis les gestes de violence sexuelle auprès des répondants, c'est-à-dire son statut dans le collège, sa position de pouvoir ou d'autorité envers lui et le genre de l'individu. Cette diapositive présente les résultats pour les étudiants seulement, puisque le portrait des personnes commettantes y est sensiblement différent que celui des employés. Il faut donc noter que près de 9 étudiants sur 10 ayant rapporté un événement, quelle que soit la forme, ont indiqué qu'au moins un des gestes subis a été posé par un autre étudiant. 14% des étudiants ont aussi rapporté qu'un geste avait été commis par un enseignant et environ 3% par un autre employé. Ces proportions sont semblables, quelle que soit la forme de violence, du harcèlement sexuel, des comportements sexuels non désirés ou de la coercition sexuelle. Les plus matheux d'entre vous sont en train de se questionner, j'en suis persuadée, mais en effet, le total dépasse 100% car les répondants pouvaient cocher plus d'une réponse. Par exemple, si plus d'une situation était rapportée ou si plus d'une personne a posé des gestes. Une autre statistique notable est que 14% des victimes étudiants, au moins que pour 14% des victimes étudiants, au moins un des individus ayant commis le ou les gestes est en position d'autorité envers elles. Enfin, concernant le genre des individus, pour 8 étudiants sur 10, au moins un des individus ayant commis un geste était masculin, mais il n'en demeure pas moins que pour plus de 40% des étudiants, ils ont également rapporté qu'un des gestes avait été commis par une femme. Enfin, allons voir le portrait des personnes ayant commis les gestes pour ce qui est des employés. Cette diapo illustre les mêmes statistiques que la diapo précédente, mais pour les employés seulement, enseignants et autres employés réunis. En effet, pour ce qui est des victimes étant des employés du cégep, moins de 30% ont identifié un étudiant comme étant responsable de l'événement. On se rappelle que c'était 80% chez ces derniers. Pour les employés, ainsi que pour les personnes les personnes commettantes ont été pour la moitié des cas le fait d'enseignants, ou pour 40% des victimes, au moins un événement a été commis par un autre employé, un autre type d'employé. Toutefois, moins de 10% des victimes ont identifié que la personne ou les personnes avaient une position d'autorité envers elles. On se rappelle que c'était 14% chez les étudiants. En ce qui concerne le genre des personnes ayant commis ces gestes, 77% des victimes ont identifié au moins un homme comme personne commettante et 36% ont identifié une femme. Rappelons encore une fois que le total dépasse 100% car les répondants peuvent cocher une réponse. Passons maintenant aux conséquences rapportées par les personnes ayant vécu un ou des actes de violence à caractère sexuel. Nous avons maintenant ici illustré la proportion d'individus ayant subi des conséquences associées à des événements de violence sexuelle en milieu collégial.
Premier élément à noter, une personne victime sur deux a mentionné avoir ressenti au moins une conséquence suite aux événements vécus. C'était à partir d'une liste de 11 énoncés que les personnes indiquaient si elles les avaient ressentis à la suite de l'événement ou non. Ces conséquences pouvaient affecter différentes sphères de leur vie, c'est-à-dire leur vie scolaire et professionnelle, leur vie personnelle et sociale, leur santé physique et leur santé mentale. Dans cette dernière sphère, il y avait notamment les caractéristiques associées à un état de stress post-traumatique. Ainsi, une autre statistique essentielle à noter est que 14% des personnes victimes atteignaient le seuil clinique de l'état de stress post-traumatique, soit 3 des 5 symptômes selon le DSM. Plus concrètement, ces symptômes sont par exemple l'évitement de situations qui rappellent l'événement, l'hypervigilance, c'est-à-dire être constamment sur ses gardes ou en état d'alerte, ou encore en faire des cauchemars. Ces conséquences sont les mêmes quel que soit le statut des personnes victimes. Maintenant, laissons Andrea nous parler du signalement et du dévoilement. Donc, nous avons également recueilli les données sur le dévoilement et le signalement des événements de violence sexuelle en milieu collégial. Le constat général est que le silence est encore bien présent concernant ces événements-là. En ce qui concerne le dévoilement, chez les personnes victimes de violences sexuelles, plus d'une personne sur deux, donc près de 54%, n'a jamais parlé des événements à quiconque, même pas à des personnes de leur entourage personnel. Pourtant, on sait qu'à la suite de ce type d'événement, se confier à quelqu'un permet non seulement de valider le caractère inacceptable des paroles ou de gestes de violence sexuelle, mais aussi de recevoir du soutien, de l'aide ou même de l'accompagnement vers un signalement. En ce qui a trait au signalement, les données révèlent un très faible recours au service des cégeps lors de situations de violence sexuelle. Plus de 9 personnes victimes sur 10, donc 93,5%, déclarent n'avoir jamais signalé ou dénoncé ces événements à une instance ou une ressource du cégep. Notons ici qu'il n'est pas nécessairement question de plainte formelle, mais bien d'en faire part à une instance ou une ressource du cégep. La prochaine figure permet de différencier la fréquence de signalement aux instances ou ressources du cégep selon les 3 différents groupes: personnes étudiantes, personnel enseignant ou autres employés. La tendance de non-dénonciation est observée chez tous les groupes étudiés. Mais soulignons que les personnes étudiantes sont le groupe qui signale le moins les événements à leur cégep comparativement aux membres du personnel scolaire. Les membres du personnel enseignant sont le groupe qui signale le plus, à un peu plus de 14% lorsqu'on tient en compte certains ou tous les événements confondus, comparativement à 11,5% pour le personnel autres employés et 5,2% seulement pour les personnes étudiantes. Il faut noter ici que l'enquête fut conduite peu de temps après la mise en place des guichets uniques dans les cégeps. Il sera donc intéressant de reconduire l'enquête dans quelques années afin d'observer si cette tendance pourrait être différente. Pour mieux comprendre cette tendance, nous avons analysé également les raisons qui expliquent la non-dénonciation d'un événement de violence sexuelle. Nous avons donc présenté une liste de raisons possibles et les personnes victimes cochaient une ou plusieurs raisons qui s'appliquaient à leur situation. Ce tableau présente les fréquences des raisons de non-dénonciation des événements de violence sexuelle en milieu collégial selon le statut, étudiant et employé. Nous avons constaté que les 3 raisons les plus fréquentes pour les personnes des 2 statuts sont croire que la situation n'est pas assez grave pour le signaler, ne pas considérer les gestes comme du harcèlement ou une violence sexuelle et finalement se sentir capable de gérer la situation par soi-même. Il est clair que les croyances qui minimisent ou banalisent certains gestes de violence sexuelle sont encore bien présentes. Or, la reconnaissance du caractère violent et inacceptable de ce type de geste est une condition essentielle pour que la personne victime la signale aux instances ou bien aux ressources. Sans détailler toutes les autres raisons qui expliquent la non-dénonciation, soulignons certaines qui sont en lien avec les ressources et procédures mises en place au cégep. Ainsi, certaines personnes
indiquent craindre que les personnes du cégep ne prennent pas la situation au sérieux, selon près de 13 des personnes étudiantes et 11,5 des personnes employées. D'autres raisons sont trouver que la démarche ou les démarches soient trop compliquées ou craindre que la plainte ne soit pas traitée de manière confidentielle. Pour conclure, le défi de développer un sentiment de confiance et de faciliter l'accès aux services demeure important pour les cégeps. Les résultats sur le signalement pourraient donc être pris en considération pour guider les messages de sensibilisation et de prévention, pour contrer la banalisation, ainsi que pour améliorer l'organisation des services d'intervention. Nous y reviendrons à la fin des présentations des résultats, mais pour le moment, je cède la parole à Sophie du Collège Antique. Merci. Dans cette section, je vais vous présenter les résultats pour les témoins, les confidents et le sentiment de sécurité. Alors, comme nous avons vu un peu plus tôt, le nombre de victimes est tout de même considérable et dans le continuum des violences à caractère sexuel, les personnes témoins ou confidentes ont un rôle important à jouer. C'est pourquoi nous avons demandé à toutes les personnes répondant à l'enquête si elles avaient déjà reçu des confidences de harcèlement ou de violences sexuelles par une personne affiliée au même cégep et commis par une autre personne du cégep. 10,6 des étudiants indiquent avoir été confidents ou confidentes et 7,7 des étudiants ont été témoins d'une forme de harcèlement ou de violence sexuelle commise par une autre personne du cégep. Au niveau des employés, on remarque que 23 des employés de tous les groupes d'employés ont déclaré qu'une personne du cégep leur a confié avoir subi une violence sexuelle en milieu collégial et 12,5 en ont été témoins. Alors, au plan de la prévention des violences à caractère sexuel en milieu collégial, il importe que les personnes témoins ou confidentes soient suffisamment sensibilisées pour décoder des comportements ou paroles à caractère sexuel non désirés ou non consentis comme des manifestations de violence sexuelle. Un autre aspect fort intéressant de cette recherche portait sur le sentiment de sécurité dans les collèges. Donc, en effet, dans le but d'assurer à la communauté collégiale un milieu d'études et de travail sécuritaire, il était dans l'intérêt des collèges de connaître, n'est-ce pas, les lieux où les gens se sentent moins en sécurité afin de corriger ou de rectifier certaines situations ou encore pour soutenir ou guider leurs décisions quant au plan d'aménagement des lieux. Alors, à partir d'une liste de lieux intérieurs et extérieurs, les personnes répondantes évaluaient leur sentiment de sécurité pour chacun des lieux qui leur étaient proposés lorsqu'elles le fréquentaient. Elles pouvaient répondre en sécurité ou peu ou pas en sécurité. Évidemment, si la personne n'avait jamais fréquenté le lieu, elle répondait tout simplement « ne s'applique pas ». Les résultats par rapport à cette section. Tout d'abord, bonne nouvelle, 2 personnes sur 3 s'estiment en sécurité au cégep. Toutefois, 3 personnes sur 10 ont indiqué se sentir peu ou pas en sécurité dans au moins un des lieux du cégep. De plus, presque une personne sur 10 a indiqué 4 lieux où elle ne se sentait pas ou peu en sécurité. Les 3 lieux où le sentiment de sécurité est le plus faible chez les membres de la communauté collégiale, donc les 3 lieux qui sont ressortis en premier parmi la liste de lieux, ont été les stationnements en premier, suivis dans un groupe de lieux ensemble, les corridors, casiers, ascenseurs et cages d'escalier. Puis le 3e lieu était les toilettes. Un résultat intéressant qui est ressorti aussi, c'est le fait que le groupe des étudiants se sent peu ou pas en sécurité dans un plus grand nombre de lieux au cégep que le groupe des membres du personnel. Un dernier résultat par rapport à ça, c'est le fait que les personnes appartenant aux minorités de genre sont aussi plus nombreuses que les femmes et les hommes à s'estimer peu ou pas en sécurité dans un plus grand nombre d'endroits au cégep. Maintenant, voici une capsule vidéo produite par la chaire de recherche et présentée par Audrey-Anne Gagnon, étudiante à la maîtrise à l'UQAM. Puisque nous avons vu précédemment, d'ailleurs parmi ce dernier résultat, que les personnes issues des minorités sexuelles et de genre sont particulièrement victimisées, eh bien voici des résultats en détail par rapport à ce groupe.
Les études au Québec, au Canada et à l'international indiquent que les personnes issues des minorités sexuelles et de genre sont plus susceptibles de subir des violences à caractère sexuel. Par minorité de genre, on inclut les personnes qui ne s'identifient pas au genre leur ayant été assigné à la naissance. Les personnes trans et non-binaires sont notamment incluses. Le terme minorité sexuelle comprend les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, bispirituelles, queer, pansexuelles, allosexuelles, asexuelles ou celles dont l'orientation sexuelle est en questionnement, bref, les personnes qui ne s'identifient pas comme hétérosexuelles. Puisque les femmes sont plus souvent la cible des violences sexuelles et que ces gestes sont majoritairement commis par des hommes, la violence sexuelle est souvent représentée dans une dynamique hétérosexuelle, ce qui contribue à invisibiliser les violences entre personnes de même genre ou appartenant aux minorités de genre. Dans les 12 mois précédant l'enquête, 39% des personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre, qu'elles soient étudiantes ou employées, ont rapporté avoir subi au moins une situation de violence sexuelle commise par un autre individu du cégep. C'est une proportion qui augmente à 44% si on considère la période depuis l'arrivée au cégep. Dans l'enquête pièce, le questionnaire utilisé distingue 3 formes de violence sexuelle. Les résultats démontrent que le harcèlement sexuel est la forme la plus fréquente, ce qui inclut se faire déshabiller du regard d'une manière offensante, se faire raconter des blagues sexuelles insultantes à répétition ou recevoir des remarques sexuelles désobligeantes. Les comportements sexuels non désirés sont la 2e forme de violence la plus fréquente. Cette forme comprend les attouchements sexuels, la tentative d'agression sexuelle et l'agression sexuelle. La 3e forme est la coercition sexuelle, qui se résume au chantage ou aux menaces en échange de considérations futures pour l'emploi ou pour les études. Il faut se rappeler que ces expériences de violence se cumulent à celles d'homophobie et de transphobie auxquelles les personnes de minorité peuvent faire face. Chez les personnes victimes de violences sexuelles, celles qui sont issues des minorités sexuelles et de genre sont plus nombreuses que les autres à rapporter des conséquences suite aux événements. En effet, on remarque que 61% d'entre elles ont ressenti au moins une conséquence négative suite aux événements. De plus, c'est près d'1 personne sur 5 qui atteint le seuil clinique de l'état de stress post-traumatique. On parle alors de symptômes comme faire des cauchemars, éviter des endroits ou des personnes ou être constamment sur ses gardes. Peu de personnes victimes se confient. Nos résultats indiquent que plus de 9 personnes sur 10 n'ont ni dévoilé ni signalé les événements à leur institution collégiale. Il faut savoir que le dévoilement peut comporter des enjeux spécifiques pour les personnes appartenant aux minorités sexuelles et de genre. En effet, le dévoilement peut impliquer un double ou un triple dévoilement si ces personnes doivent faire mention de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Elles peuvent aussi craindre d'être stigmatisées ou jugées. En considérant le grand nombre de personnes touchées et les répercussions négatives, il importe de publiciser les ressources disponibles auprès des organisations LGBTQ+. La loi 22.1 exige que les politiques institutionnelles tiennent compte des personnes plus à risque de subir des violences à caractère sexuel, telles que les personnes issues des minorités sexuelles ou de genre. Les quelques résultats présentés ici appuient la nécessité de prendre en considération leurs expériences et leurs besoins, et ce, tant au niveau de la prévention, du traitement des plaintes, de l'accompagnement des personnes et de leur sécurité. Oui, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous prenez le temps d'assister à la conférence, c'est que vous êtes déjà sensibilisé, mobilisé face à la problématique des violences sexuelles dans nos milieux. Comme alliés, on a parfois besoin d'arguments pour contribuer à sensibiliser nos collègues, nos employés, nos patrons ou les gens de notre entourage. Ce qu'on vous propose dans les prochaines minutes, c'est de vous présenter 3 grands constats clés de la recherche qui s'appuient sur les données pièces que mes collègues viennent de nous présenter. Ces données permettent de débouter certains mythes ou fausses perceptions qui peuvent circuler dans nos milieux. Je vais aussi en profiter pour vous proposer quelques pistes d'action qui visent à contribuer au changement de culture qu'on souhaite voir dans nos milieux, contribuer à mettre fin au silence et à la tolérance entourant les violences sexuelles en milieu collégial. Donc, le premier grand constat de la recherche pièce concerne l'ampleur de la problématique. Le mythe ici, ou la fausse perception qu'on entend parfois, c'est que la violence sexuelle, c'est une problématique marginale dans nos cégeps, qu'il y a peu ou pas de signalement, de plaintes, puis qu'il y aurait donc peu de cas, en fait, qui nécessiteraient des actions. Ce que Pièce nous apprend ici, on l'a vu, c'est que les cas de violence sexuelle sont nombreux, fréquents et répétitifs, chez la population étudiante, mais aussi chez les membres du personnel.
On sait maintenant que les événements se déroulent principalement sur nos campus, puis que la vaste majorité des événements ne sont ni rapportés ni signalés à l'institution. Donc, le nombre de signalements puis de plaintes ne sont pas représentatifs de l'ampleur de la problématique. Le constat à ce niveau-ci, c'est que la prévalence est élevée sur les campus, que c'est un enjeu qui est toujours silencieux, puis qui mine le climat puis le sentiment de sécurité des membres de nos communautés collégiales. Le deuxième grand constat de la recherche pièce concerne la nature et l'impact de la problématique. Le mythe ou la fausse perception ici renvoie à des commentaires ou des réactions qu'on entend parfois puis qui tendent à banaliser ou à minimiser les événements de violence sexuelle, particulièrement les manifestations d'harcèlement sexuel, ou même à blâmer ou juger les victimes. On va entendre par exemple, ben voyons, c'était juste une blague, ou elle exagère, ou c'est arrivé juste une fois, c'est pas si grave. Quels arguments nous fournit Pièce pour déboulonner ces fausses perceptions? Bien, d'abord, le harcèlement sexuel représente, on l'a vu, la principale forme de violence sexuelle en milieu collégial. On sait aussi que les personnes qui rapportent les autres formes de violence sexuelle ont aussi vécu du harcèlement sexuel. Ensuite, les répercussions des violences sexuelles en milieu collégial sont réelles, concrètes, puis importantes pour de nombreuses personnes. Puis, il ne faut pas oublier que pour plusieurs, des expériences d'harcèlement sexuel peuvent réactiver des traumas antérieurs ou s'ajouter à d'autres expériences négatives vécues. Une des principales raisons, sinon de non-signalement, on l'a vu, c'est le fait de ne pas considérer l'événement comme du harcèlement sexuel ou comme de la violence sexuelle. À cet égard-là, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Ça me semble important de noter que la littérature indique clairement que le fait de reconnaître un comportement ou un geste comme étant une manifestation d'harcèlement ou de violence sexuelle, c'est la première étape dans les programmes pour témoins actifs, donc les programmes qui visent à amener à intervenir face à une situation de violence sexuelle. Et c'est aussi la première étape dans les programmes de prévention destinés aux femmes. Ensuite, on sait qu'une personne confidente va mieux accueillir un dévoilement si elle reconnaît que les situations relèvent du continuum des violences sexuelles, donc elle s'inscrit, par exemple, dans des manifestations de harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, d'une part, que le harcèlement sexuel, c'est la forme de violence sexuelle dans nos milieux qui se vit au quotidien et qui affecte le sentiment de sécurité, le climat de travail et d'études. D'autre part, la banalisation, la minimisation des comportements d'harcèlement sexuel sont susceptibles d'entraver l'accès aux services pour les victimes, mais aussi la dénonciation des situations, l'intervention active des témoins, puis la qualité de l'accueil du dévoilement par une personne confidente. Autrement dit, la reconnaissance du continuum des violences à caractère sexuel et du harcèlement sexuel comme une manifestation de violence sexuelle, c'est un moteur essentiel pour le changement de culture dans nos institutions. Le dernier constat de la recherche pièce qu'on souhaite mettre en lumière ici concerne les dispositifs de réponse à la problématique. Donc ici, le mythe ou l'idée préconçue serait de penser que les services puis les mesures disponibles en matière de violence à caractère sexuel dans nos cégeps sont facilement accessibles puis de façon égale pour tous et toutes, pour toutes les personnes membres de nos communautés. Ce que nous apprend Pièce ici, les victimes, on le sait maintenant, signalent peu, donc utilisent peu les services. Pourquoi? Parce qu'elles méconnaissent les procédures et les ressources disponibles. Donc, il y a un manque de connaissances à ce niveau-là. Et l'autre raison qui a été évoquée plus tôt, ce sont les craintes liées à la confidentialité, donc des enjeux de confiance face aux instances puis aux personnes ressources. Pièce nous informe aussi sur la diversité des individus qui subissent des violences sexuelles en milieu collégial. Bien sûr, certains groupes sont surreprésentés, mais on constate tout de même qu'on ne parle pas ici d'une problématique homogène ou monolithique. Donc, il y a des femmes, des hommes, des personnes issues de la diversité de genre sexuel, des étudiants, des employés. Tout le monde est susceptible de vivre un jour ou l'autre une violence à caractère sexuel en milieu collégial. Donc, ce que ça suggère ici, c'est que tout le monde n'a pas la même aisance selon à contacter les services, selon le profil d'intervenant qui offre les services ou tout le monde n'a pas non plus les mêmes préférences en termes de modalités, de moyens de prise de contact avec les guichets uniques ou avec les services en place. Ce qu'on constate ici, à la lumière des données pièces, c'est qu'il existe des défis variés dans l'accès aux services, que ce soit les services d'aide ou les espaces de signalement ou de dénonciation. Puis il existe aussi des défis importants dans la promotion, la communication entourant les services puis les ressources existantes.
Les différents constats que je viens de vous nommer soulèvent des implications concrètes pour nos milieux. On vous propose ici quelques pistes d'action pouvant contribuer à mettre fin au silence et à la tolérance entourant les violences sexuelles dans nos milieux. Ce n'est pas ici une liste exhaustive, bien sûr, mais ce sont quelques pistes qui émanent de la recherche. Donc, d'abord, la notion de continuum des violences sexuelles, on en a parlé plus tôt, on le sait, inclut les comportements d'harcèlement sexuel et donc qui doivent être considérés comme des formes de microagression. Donc, cette notion-là de continuum des violences à caractère sexuel doit être centrale dans les messages de sensibilisation puis de formation. Ensuite, les activités de sensibilisation puis de formation doivent viser tous les groupes dans nos établissements, ça c'est clair. C'est toutefois important de ne pas oublier les employés dans l'offre des activités, puis aussi comme clientèle cible pour les services des guichets uniques. Ils et elles, toutes ces personnes, doivent se sentir visées par les campagnes. Le changement de culture dans nos milieux doit être incarné par les représentants de nos institutions, donc enseignants, professionnels, employés de soutien et cadres. Dans le même ordre d'idées, il faut s'assurer que les employés soient outillés pour intervenir s'ils sont témoins, pour accueillir des dévoilements, pour orienter les personnes victimes vers les ressources appropriées. Ensuite, mettre en place des mécanismes, des mesures qui favorisent l'aisance puis la confiance des personnes membres de nos communautés, à la fois pour aller chercher des services, mais aussi pour signaler les événements subis. Donc, concrètement, ça peut être fait de différentes façons. Deux suggestions ici, s'assurer de l'effectivité des mesures d'accommodement puis de prévention. Donc, se poser la question, est-ce que les accommodements nécessaires sont véritablement en place pour que les individus se sentent à l'aise de porter plainte? Ensuite, d'offrir différents moyens de prise de contact, différents moyens de communication avec le guichet unique, avec les services en place, ce qui peut inclure des modalités anonymes, par exemple, comme le clavardage ou les textos anonymes. Ensuite, assurer la visibilité des services offerts, donc les services des guichets uniques, à travers une stratégie de communication puis de promotion efficace qui cible l'ensemble des membres des communautés. Bien sûr, ici, on le sait, il y a des efforts qui sont déployés dans chaque cégep pour promouvoir les services disponibles avec tous les défis que ça comporte, particulièrement en ce temps de pandémie. Ça pourrait être aussi une avenue intéressante que de travailler collectivement pour développer des stratégies, des outils pour informer nos communautés, puis que nos services existent et qui sont disponibles pour eux. Finalement, la violence sexuelle en milieu collégial, ce n'est pas la seule problématique ni le seul défi sur nos campus. La COVID en est un bon exemple. Toutefois, grâce à PIES, on connaît maintenant l'ampleur de cet enjeu, puis on en comprend mieux les rouages. Ça nous rappelle aussi à quel point il est important de rester mobilisé et d'avoir des alliés comme vous pour porter le message. Donc, bref, ces pistes d'action-là sont encourageantes parce qu'elles nous confirment qu'en travaillant ensemble, les intervenants en violence sexuelle, les intervenants des milieux, les directions, les institutions collégiales, la table intersectorielle des intervenants, la Fédération des cégeps, la chaire de recherche, le ministère de l'enseignement supérieur, je tenais à les nommer, puis je m'excuse si j'en oublie quelques-uns, tous des acteurs extrêmement importants. Donc, de travailler ensemble et de cibler nos efforts, on peut créer des stratégies et des outils communs pour avoir un impact réel dans chacun de nos milieux. Donc, je passe maintenant la parole à Manon pour le mot de la fin. Donc, merci Dominique pour aussi ce pont entre les données de la recherche et leur implication possible dans l'intervention. D'ailleurs, le souhait de l'équipe PIES est que le rapport, c'est-à-dire que le rapport soit vraiment un outil de sensibilisation pour l'ensemble des institutions collégiales et les organismes partenaires dont je sais vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui. On vous a présenté de nombreux résultats, beaucoup de chiffres, sans doute pour plusieurs d'entre vous, mais en même temps, il y a beaucoup de résultats, beaucoup de choses à dire puisque l'enquête a vraiment couvert vraiment plusieurs dimensions. Alors, je vous invite, en fait, vraiment vivement à consulter et à diffuser dans votre milieu et auprès de vos partenaires, de votre collectivité, les résultats de PIES et le rapport comme tel. Donc, je vous annonce maintenant que le rapport sera disponible à 15 heures sur le site de la chaire de recherche de l'UQAM. Donc, vous avez vu une capsule. Il y a une deuxième capsule qui va être diffusée dans les prochains jours également, qui concerne les étudiants et étudiantes athlètes. Alors, on va multiplier en fait les stratégies pour que les résultats soient diffusés à un plus grand nombre d'une façon plus accessible pour tout le monde.
Donc, en terminant, je mentionnerai mes propres remerciements. J'en ai plusieurs, mais je vais me limiter ici. D'abord, merci au directeur de Boscoville, Doc Moisen, pour avoir un jour laissé un message téléphonique sur ma boîte vocale pour m'inviter dans cette aventure. Remerciements aussi aux 5 cégeps partenaires. Donc, les ressources humaines investies dans le projet de recherche de pièces sont définitivement un engagement concret de ces institutions-là dans la prévention des violences sexuelles. Un merci aussi vraiment à la Fédération des cégeps qui, sans être directement impliquée dans l'enquête comme telle, a vraiment été là tout au long dans l'ensemble du projet pièce. Donc, j'y ai vu aussi un engagement et un soutien important. Merci également à Manon Robichaud. Je sais qu'elle est là en quelque part dans le virtuel, donc qui est une professionnelle de recherche et qui a vraiment été là d'une personne précieuse pour la mise en ligne du questionnaire et toute la gestion de la banque de données que nous avons récoltée. Donc, un souhait pour terminer, en fait, comme titulaire de la chaire de recherche, je vous avouerai que je suis plutôt déterminée à reconduire dans l'ensemble du Québec, en fait, dans tous les établissements ou les institutions postsecondaires. Je pense aussi, par exemple, aux collèges privés. On n'a pas pu pour le moment les inviter, mais il y a différents autres établissements qui, je pense, seraient intéressés. Alors, on pourrait avoir un plus grand paquebot et reconduire cette aventure-là dans 2 ans, 3 ans ou plus. Donc, un grand merci encore de votre présence.